Pourquoi Dabia Benkired a-t-elle tué la jeune Lola? C'est une question à laquelle l'accusée, en 6 jours de procès, n'a jamais réellement répondu. Vendredi 24 octobre, la jeune femme de 27 ans a été condamnée à la plus lourde peine, la perpétuité incompressible pour le meurtre et les viols avec acte de torture ou de barbarie de Lola Davier, âgée de 12 ans. C'était donc le 14 octobre 2022 à Paris. Grâce à des images de vidéosurveillance, les enquêteurs ont rapidement identifié la meurtrière. Et sur les vidéos, on la voit traiter une malle très lourde dans laquelle sera retrouvé plus tard le corps de la jeune victime. Dabia Benkired sera finalement interpellée chez un ami au lendemain des faits. Alors en garde à vue et pendant toute la phase d'instruction, les policiers ont tenté de comprendre les raisons d'un tel passage à l'acte en vain. Face aux enquêteurs, la suspecte tient des propos incohérents et avance des versions différentes. Pourtant, elle fait l'objet de plusieurs expertises psychiatriques et leurs conclusions sont catégoriques. Dabia Benkired a été jugée apte à comparaître devant une cour d'assises. Quels sont les enjeux des expertises psychiatriques dans les dossiers criminels? Sur quels critères s'appuie l'expert pour déterminer si le discernement du suspect lors des faits était altéré, aboli ou non? Je suis Pauline Revenat et vous écoutez un nouvel épisode d'Affaires suivantes, le podcast inédit. Et Elisa Fernandez, bonjour. Vous êtes journaliste police-justice à bfmtv.com. Pierre de Maricourt, bonjour. Vous êtes psychiatre. Bonjour. Vous travaillez au sein de l'hôpital Sainte-Anne à Paris. Merci d'être avec nous. Dans un instant, on reviendra avec vous sur les étapes d'une expertise psychiatrique et ses enjeux. Mais tout d'abord, le rappel des faits avec vous, Elisa. Vers 18h, le 14 octobre 2022, Joanne et Delphine Davier contactent le commissariat du 19e arrondissement de Paris. Oui, ils sont les gardiens d'un immeuble situé rue Manin. Ils appellent effectivement la police pour signaler la disparition de leur fille, Lola, âgée de 12 ans. Celle-ci a terminé les cours à 15h. La directrice du collège leur a d'ailleurs confirmé qu'elle a bien quitté l'établissement à cette heure-là. Pourtant, elle n'est jamais rentrée chez ses parents. Ils ont cherché leur fille dans les alentours, mais elle reste introuvable. Johan Davier, le père de Lola, va aussi apporter un élément étrange aux enquêteurs. Il explique que grâce à son travail de concierge dans l'immeuble, il a pu visionner les images de vidéosurveillance et que sa fille est bien entrée dans l'immeuble à 15h11 en même temps qu'une jeune femme, mais qu'elle n'est jamais arrivée jusqu'à leur appartement. Plus inquiétant encore, la même jeune femme entrée en même temps que Lola ressort du bâtiment 1h37 après y être entrée et elle traîne derrière elle une lourde malle, 2 valises, mais la petite fille ne se trouve plus avec elle. Une enquête pour disparition inquiétante est alors ouverte et elle est confiée à la brigade de protection des mineurs. Et l'objectif à ce moment-là, c'est évidemment de retrouver Lola, de comprendre ce qui lui est arrivé. Des policiers vont donc être dépêchés sur place et procéder à des vérifications tout autour de l'immeuble. Et l'enquête, elle va s'accélérer vers 23h lorsqu'un homme sans domicile fixe va venir les trouver et il explique qu'il a trouvé une caisse, une malle près de l'autre entrée de l'immeuble de Lola Davier. Donc un des policiers va finir par le suivre et il va découvrir l'impensable. Dans la malle se trouve le corps mutilé de la petite fille. Elle a le visage entièrement recouvert de scotch. Elle a également les chevilles et les mains entravées par du scotch. Et autre élément qui va interpeller les enquêteurs, les numéros 0 et 1 ont été inscrits sous ses pieds. Après cette découverte, les enquêteurs redoublent d'efforts pour identifier la suspecte, cette jeune femme ressortie de l'immeuble avec la malle en question vers 17h. Oui, et celle-ci finit par être identifiée. Elle s'appelle Dabia Benkired, elle a 24 ans. Et cette jeune femme, originaire d'Algérie, est arrivée en France en 2016 pour rejoindre sa mère. Cette dernière est décédée en 2020, 4 ans plus tard. Et depuis quelque temps, la suspecte vivait chez sa sœur, donc dans ce fameux immeuble situé rue Manin. La police travaille dès lors sur la téléphonie de Dabia Benkired. Elle va être localisée chez une de ses connaissances à Asnières dans les Hauts-de-Seine. Et c'est là qu'elle est interpellée le lendemain matin. Elle est évidemment placée en garde à vue. Et dans un premier temps, elle n'est pas très bavarde. Elle assure que non, elle ne sait pas ce que renfermait la caisse, elle ne comprend pas de quel fait les policiers sont en train de lui parler et elle n'a rien à voir avec les faits dont on lui parle. C'est ce qu'elle affirme en tout cas au début. Finalement, au fil des auditions, elle va reconnaître son implication dans le meurtre de la petite fille. Elle va avoir ces mots, je cite, « Je lui ai demandé de me suivre, de me passer le pass », donc là on parle du badge qui permet d'accéder à l'immeuble,
de m'accompagner dans l'ascenseur et puis je l'ai ramené avec moi, c'est ce qu'elle dit. Je l'ai scotché, je l'ai tué et puis voilà. Ce sont donc ses premières déclarations qu'elle va livrer aux enquêteurs. Et ces derniers vont évidemment, à partir de là, essayer de creuser pour éclaircir les circonstances de ce passage à l'acte. Et pour ce faire, ils vont recroiser les éléments du dossier, les témoignages et les propos de Dabia Benkired. Et ils vont parvenir à reconstituer le déroulé des faits. Donc la suspecte explique qu'elle a forcé Lola à l'accompagner dans l'appartement de sa sœur qui, à ce moment-là, était absente. Et elle décrit ensuite toute une série d'actes d'une grande cruauté, des faits qui sont constitutifs de viol et de torture. Et c'est finalement en scotchant le visage de la petite fille qu'elle va la tuer en provoquant son asphyxie. Elle va ensuite placer le corps de Lola Davier dans la malle opaque. Elle va l'asperger d'eau de javel pour couvrir l'odeur, c'est ce qu'elle explique aussi. Et puis elle va nettoyer la scène de crime. Elle ne s'arrête pas là, on le sait, puisqu'elle descend dans la rue avec la malle et les 2 valises. Elle va d'abord croiser un homme à qui elle propose de vendre un rein. Et ce dernier va évidemment prendre peur et s'éloigner. Finalement, elle va appeler un ami, Rachid N, qui accepte de la récupérer en voiture. Il va arriver rue Manin, il l'embarque avec la valise et la caisse. Et il la ramène chez lui, l'héberge pendant quelques heures, avant que Dabia Benkired finalement ne décide de repartir chez sa sœur dans le 19e arrondissement avec toutes ses affaires, dont la malle. Pendant un temps, l'homme dont il est question, Rachid N, va d'ailleurs être soupçonné de recel de cadavres, mais il répétera pendant l'enquête qu'il n'a rien à voir avec les faits, qu'il n'avait aucune idée de ce que contenait la caisse. Et un non-lieu va finalement être prononcé à son encontre. Donc pour en revenir au soir des faits, Dabia Benkired, elle revient, on l'a dit, chez sa sœur. Celle-ci lui dit d'aller parler aux policiers qui se trouvent encore autour de l'immeuble. Mais la suspecte refuse. Elle finit par s'enfuir en laissant la caisse derrière elle. Et c'est quelques dizaines de minutes plus tard que la malle va être découverte par les enquêteurs. Donc les policiers ont donc désormais le déroulé des faits. Mais est-ce que la mise en cause leur explique son geste et pourquoi ? Quel mot pose-t-elle sur ce déferlement de violence ? Eh bien, ça reste encore un mystère. Déjà, pendant sa garde à vue et pendant ses auditions par les juges d'instruction, son mobile est très flou. Elle avance différentes explications assez incohérentes. Elle va à un moment donné dire, par exemple, qu'elle avait du ressentiment envers la mère de Lola qui lui avait refusé un badge d'accès à l'immeuble quelques jours auparavant. Pourtant, elle le reconnaît d'elle-même, elle n'a jamais croisé Lola. Donc voilà, ça paraît assez peu cohérent. Et c'est une question, la question du mobile, qui a été centrale lors du procès. Son avocat lui-même a tenté de lui tirer des explications sur ce point pendant l'audience. Et malgré tout, l'accusée n'a jamais su fournir de réponse cohérente, même si elle a demandé pardon à la famille de la victime dès le premier jour du procès. Donc tour à tour, elle va expliquer qu'elle a été empoisonnée avant les faits. Elle dit qu'elle a été ensorcelée. Un autre jour, elle affirme également avoir ingéré 3 cachets de Lyrica, donc c'est un médicament pour traiter l'épilepsie, la veille des faits, et donc ça lui aurait fait, je cite, péter un plomb. Il y a aussi, et c'est la théorie sur laquelle sa défense a tenté de s'appuyer, l'idée d'un sentiment de vengeance à l'encontre de son ex-compagnon, et qui fait qu'elle aurait déchargé sa haine sur Lola Davier. Donc il y a toutes ces pistes plus ou moins farfelues qu'elle avance, et finalement aucun véritable mobile. Alors pourtant, pendant l'instruction, plusieurs experts psychologues et psychiatres l'ont examinée et aucun n'a établi que son discernement au moment des faits était aboli ou même altéré. Oui, ils sont venus le redire à la barre la semaine dernière. Certes, Dabia Benkired a eu un parcours de vie compliqué, voire chaotique, avec des soupçons notamment de violences sexuelles dans l'enfance. Mais effectivement, son discernement n'était ni altéré ni aboli lors des faits. C'est ce qu'ont constaté les experts. L'une des expertes psychiatres qui a témoigné lors du procès explique qu'elle n'a pas décelé de pathologie psychiatrique chez la jeune femme. Ce n'est pas une malade mentale, c'est ce qu'elle a rappelé. Et pourtant, elle relate avoir ressenti en sa présence une sorte de malaise, je cite, quelque chose de néfaste qui prend à la gorge lorsqu'elle l'a examinée. Et c'est quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti en 15 ans de métier, c'est ce qu'elle raconte. Et toujours pendant le procès, cette même experte poursuit en disant avoir une certitude au sujet de l'accusée, c'est qu'elle était déterminée au moment de commettre les faits qui lui sont reprochés et qu'elle présente donc une dangerosité extrême.
Et il semble que la Cour, elle aussi, a été convaincue de cette dangerosité puisqu'elle a finalement condamné, on le rappelle, Dabia Benkired à la plus haute peine, la perpétuité réelle. Merci beaucoup Elisa pour ce récit. Pierre de Maricourt, je rappelle que vous êtes psychiatre, vous êtes aussi expert judiciaire à la Cour d'appel de Paris. Merci d'être avec nous. D'abord, à quel moment est-ce que vous, expert psychiatre, vous intervenez au cours d'une enquête et quel est votre rôle précis ? Oui, alors il y a deux temps, il peut y avoir deux temps. Déjà, il y a toujours une expertise psychiatrique dans les affaires criminelles comme celle-là. Et souvent, l'expertise psychiatrique va intervenir à distance, plusieurs mois, voire plusieurs années après les faits, même si on peut retrouver, ce qui va aider aussi d'ailleurs à la réalisation de l'expertise, des examens de garde à vue, des examens psychiatriques de garde à vue qui peuvent avoir lieu du coup peu de temps après les faits. Mais de façon générale, quand on intervient, c'est dans la phase d'instruction, on intervient au cours de l'enquête, plutôt à la fin de l'enquête, et donc plusieurs mois, voire années après les faits. Est-ce que vous intervenez sur tout type de dossier ou simplement sur des faits criminels ? Alors, ça dépend, la loi le précise. Il y a une expertise psychiatrique dans toutes les affaires criminelles, mais un juge peut à tout moment demander une expertise dans d'autres situations délictuelles s'il pense que l'intéressé a un trouble psychiatrique. En tant qu'expert psychiatre, sur quel point est-ce que vous allez porter votre attention quand vous rencontrez un mis en cause ? Est-ce qu'il y a une liste, un protocole à suivre ? Alors, en tout cas, il y a un certain nombre de questions que nous posent les juges d'instruction. Une mission assez classique comprend une petite dizaine de questions que va être d'examiner l'intéressé et de mettre en évidence ou non une pathologie mentale. La deuxième, qui est une question extrêmement importante, est est-ce que cette pathologie mentale, ce trouble psychique, a un impact sur le discernement ou le contrôle des actes, en précisant la question sous deux formes. Est-ce qu'elle abolit le discernement et le contrôle des actes, ou est-ce qu'elle entrave seulement ce discernement ou le contrôle des actes, selon l'article 122.1 du Code pénal ? Après, il y a différents types de questions. Est-ce que cette maladie, elle est curable ? Est-ce qu'elle est réadaptable ? Est-ce que le sujet est accessible à une sanction pénale ? Et il y a un deuxième volet aussi important qui est l'évaluation de la dangerosité. Donc, est-ce que le sujet est dangereux, que ce soit sur le plan psychiatrique ou criminologique ? Et enfin, souvent comme dernière question, on a dans la situation où l'intéressé serait reconnu coupable, est-ce qu'il y a une indication et une injonction de soins ? Donc ça, c'est les différentes questions qui nous sont posées. Pour cette mission, évidemment, on va rencontrer l'intéressé, alors soit en détention quand il est en détention provisoire, soit au cabinet ou à l'hôpital quand il est libre. On va examiner l'intéressé, on va rechercher des signes cliniques pour mettre en évidence une pathologie psychiatrique, mais cet élément ne suffit pas. C'est pas parce qu'on a une pathologie psychiatrique que cette pathologie peut abolir le discernement que le sujet est déclaré irresponsable à la fin. Il faut montrer que, au moment des faits, la pathologie mentale était présente et qu'il y a un rôle déterminant avec les faits. Et est-ce que, pour être bien précis, vous pouvez vous expliquer la différence entre altération du discernement et abolition, et à partir de quels critères on va pouvoir ajuster ce curseur ? Parce qu'on est au cœur de cette interrogation. Exactement. Alors, déjà, le discernement est une notion assez complexe, qui fait intervenir plein de notions, la question de volonté, la question de contrôle émotionnel, de contrôle des actes, il y a différents éléments qui vont nous permettre d'évaluer ce discernement. Et après, on va essayer d'évaluer l'importance de l'altération de ce discernement. On connaît certaines on va rechercher une pathologie psychiatrique. Certaines pathologies sont réputées comme pouvant altérer fortement le discernement. Type schizophrénie. Comme la schizophrénie, les pathologies délirantes, certains troubles de l'humeur. Ces pathologies sont connues quand elles sont dans des phases de décompensation, parce que c'est aussi un élément important à savoir. Est-ce que la pathologie est totalement décompensée ou est-ce qu'elle est stabilisée ? Mais on sait que certaines de ces pathologies, quand elles sont décompensées, vont altérer de façon tellement importante le discernement qu'on considère qu'il est totalement aboli. Mais encore une fois, comme je vous le précisais, cette notion ne suffit pas. Il faut montrer qu'il y a un lien direct et quasi exclusif entre la pathologie et les faits. On peut tout à fait souffrir d'une pathologie qui a un impact sur le discernement sans pour autant qu'il y ait de lien entre la pathologie et les faits qui sont dénoncés. Donc c'est une pathologie altérant le discernement et deux, un lien direct et certain entre cette pathologie et l'acte.
Et dans l'affaire dont on vient de parler, l'affaire Lola, on sait que Dabia Ben-Kired, par exemple, elle a été un temps placée en unité pour malades difficiles, en UMD. Est-ce que c'est l'expert psychiatre qui va prendre cette décision? Sur quoi on s'appuie pour déterminer ça? Oui, alors je connais pas le dossier, mais dans certaines, je pense que dans ce dossier, face au caractère totalement incompréhensible de l'acte, et sans doute à son comportement qui a suivi après son interpellation, je peux imaginer qu'il y a eu une phase d'évaluation en unité psychiatrique pour essayer de repérer, déceler une pathologie. Mais c'est seulement dans cette situation-là. L'UMD, l'unité pour malades difficiles, est normalement une unité de soins dans laquelle on prend en charge des patients qui ont des pathologies sévères, mais c'est pas une unité qui est liée au fonctionnement de la justice. Dernière question rapidement, combien d'experts psychiatres comme vous à la Cour d'appel de Paris, et est-ce que vous souffrez d'une crise d'évocation? Alors ça, c'est une des difficultés. Il y a à Paris quelques dizaines d'experts psychiatres, mais il y a une masse d'expertises à réaliser extrêmement importante. Il n'y a pas que les expertises pénales, il y a aussi des expertises civiles, des expertises de responsabilité, qui fait que chaque expert reçoit des dizaines et des dizaines de demandes chaque semaine qu'il peut honorer. Et ça, c'est un vrai enjeu. L'expertise est peu attractive. Pour plein de questions, c'est une sorte de vocation quand même. Il faut pouvoir décider de donner son savoir à la justice, mais c'est aussi les conditions des expertises sont pas simples, les conditions de rémunération non plus, et tout ça fait qu'aujourd'hui, en effet, on souffre d'un manque important d'experts psychiatres. Merci beaucoup Pierre de Maricourt pour votre éclairage et votre participation. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les autres sur bfmtv.com et les plateformes de streaming. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles enquêtes dans Affaires suivantes, le podcast inédit.